Bon, c'est vrai que quand ton seuil de dépendance est à peu près similaire au mien, ce que je vous montre actuellement, ça peut paraître un peu cliché. Mais dans la mesure où un événement comme ça, c'est qu'une fois tous les 3 ans, ce qui est bien peu au final. J'avais envie de marquer le coup de la façon la plus Goldblum possible. Malcolm avait raison. Regardez, la vie a trouvé son chemin. Non, c'est dingue. Vous êtes devenu fou. Il est devenu complètement fou. Je sais vraiment pas pourquoi je fais ça, ça rend moins bien qu'avec le Goldblum. Ah, j'avais hâte, qu'est-ce que j'avais hâte de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou. Enfin, après 3 ans, la boucle est bouclée. J'avais commencé il y a 3 ans ma chaîne YouTube avec la critique de Jurassic World, et là on se retrouve pour Jurassic World Fallen Kingdom. Un film de Monsieur Juan Antonio Bayona, vous vous doutez bien, à mon rictus, à cette petite faciès saillante, que j'ai adoré le film, mais je vous expliquer pourquoi. De façon objective, parce qu'il y a énormément de choses qui circulent actuellement à propos de Jurassic World Fallen Kingdom. C'est un film qui se prend un torrent de haine énorme sur Twitter. Les critiques vraiment ne sont pas élogieuses du tout, parce que contrairement à Jurassic World, où j'avais tellement été émerveillé, j'étais tellement devant un gosse 10 ans après, etc., de voir toute cette magie, que j'avais pas vu les défauts du film, j'avais pas vu les défauts de Jurassic World à mon premier visionnage, ni à mon deuxième. Il a fallu que j'attende un petit peu, et puis oui, j'ai vu qu'il y avait certaines choses qui auraient pu être mieux, en tout cas dans l'univers du film. La différence, c'est que là, Jurassic World Fallen Kingdom, dès ma première séance, dès que je suis allé voir le film, j'ai vu les défauts apparents, mais qui globalement, dans son ensemble, dans l'univers purement cinématographique, est à des années-lumière du premier, parce que Juan Antonio Bayona a réalisé un travail qui pour moi est excellent. Il y a un parallèle qui est très intéressant à faire avec Star Wars, puisque Star Wars 7, au même titre que Jurassic World, avait été décrié parce qu'il proposait rien de plus, parce que justement c'était presque un copier-coller, c'était quand même une redite avec énormément de fanservice de Star Wars Un Nouvel Espoir et donc de Jurassic Park, exactement comme Star Wars 8, on bouleverse les codes, on bouleverse les lignes, on bouleverse l'ordre établi, on utilise vraiment toute l'essence pourtant du premier Jurassic Park, quand ils sont tous autour de la table, Jeff Goldblum, Laura Dern, Alan Grant et donc Richard Attenborough, John Hammond, en parlant de la bêtise humaine, de la génétique, de tout ce qui fait les dangers de cette génétique qui était déjà le propre même des phrases de Ian Malcolm, se hisser sur des épaules de génie alors qu'on n'en a pas le droit, pour arriver jusqu'à une extinction peut-être de l'espèce humaine. On a vraiment pris avec une audace folle ce Jurassic World Fallen Kingdom, comme Star Wars 8, qui était différent, il fallait l'assimiler, il fallait vraiment le comprendre pour pouvoir l'apprécier, et ces films-là divisent. Ce sont dans la critique de Jurassic World Fallen Kingdom, je vais scinder ma critique en 3, la première partie du film sur Isla Nublar, la deuxième justement avec l'Indoraptor et la patte Bayona, et la troisième, Jurassic dans la mythologie actuelle, parce que je pense que Jurassic World dans la mythologie Jurassic Park a réussi quelque chose de fort. L'introduction te met déjà tout de suite dans le bain, vraiment. Alors j'en parlerai pas pour éviter les spoils parce que elle mérite vraiment d'être vue de manière surprenante. Donc on va commencer vraiment avec voilà l'arrivée sur Isla Nublar et cette opération de sauvetage de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. C'est vraiment l'aspect que j'aurais aimé voir le plus travailler. C'est-à-dire qu'on va avoir énormément de travail sur les personnages, notamment sur Macy qui est une petite fille. La place justement des enfants dans l'univers de Juan Antonio Bayona est toujours présent. Là on l'a encore plus. Il y a une grosse péripétie et il y a vraiment un gros travail sur ce personnage-là et sur le personnage de Benjamin Lockwood, qui est un ami de John Hammond et qui est justement son grand-père. Je pense que ça aurait pu être un petit peu réduit au profit d'Isla Nublar, parce que au niveau du montage, même si visuellement c'est bluffant, même si en tant que justement gamin qui a grandi avec Jurassic Park, voir l'île entièrement rasée, voilà, entièrement en cendres avec cette éruption volcanique où la vie pour le coup reprend véritablement ses droits, mais le montage est saccadé. C'est-à-dire que le montage est tellement rapide, c'est tellement une accumulation de scènes, et qu'en tant que spectateur, t'as même pas le temps de te faire à l'idée de voir tout ce qui se passe, d'étudier tous les dinosaures, que oui, l'action se termine, parce que tout va très vite. Ça peut avoir son côté positif, mais ça peut avoir un côté négatif dans le sens où j'aurais aimé, je pense, parce que pour moi c'est trop court, qu'on étudie un petit peu plus l'après Isla Nublar, qu'on voit les vestiges de ce qu'était Isla Nublar, qu'on s'attache peut-être un peu plus à l'émotion des personnages qui y travaillaient à ce moment-là, parce que c'est quand même l'âme de la saga Jurassic Park, cette île. C'est vraiment l'âme de ce qu'a voulu refaire Colin Trevorrow, c'est même l'âme de Steven Spielberg, et là j'ai trouvé que c'était un peu trop rapide. Au niveau des personnages, j'ai trouvé Chris Pratt très en retrait, mais d'un autre côté, après avoir vu Avengers Infinity War, tu peux le trouver que en retrait, parce qu'il a un tel charisme en tant que Star-Lord. And as you can see, he really enjoys it. Drax's knives.
Hold those, Dave Bautista. Que là, le personnage de Wayne Grady est beaucoup plus nuancé, il est beaucoup plus désabusé, il croit pas forcément qu'il faut sauver les dinosaures, il a perdu une totale confiance en lui, enfin, il est vraiment omnubilé par les démons de son passé, justement, qui faisait office dans Jurassic World. On va plus travailler sa relation avec Blue, et ça, c'est vraiment pertinent. On va avoir quelques scènes, justement, où on va voir les bébés raptors avec Chris Pratt, et on va apprendre que, finalement, Chris Pratt n'avait réussi plus ou moins qu'à dompter Blue, et que si tu domptes, justement, la bêta, tu domptes tout le groupe, ce qui peut rendre légitime le dressage des raptors, puisqu'il y a beaucoup de gens qui avaient décrié le fait qu'il dresse des raptors. Finalement, on apprend dans ce film-là qu'il en a dressé véritablement qu'un, c'était Blue, et que par Blue, il réussissait plus ou moins à contrôler les autres. Et Blue, en règle générale, et ça correspond vraiment à ce que voulait faire Steven Spielberg dans son premier film, c'est pour moi le personnage principal du film. C'est-à-dire que Chris Pratt, pour moi, est en retrait déjà vis-à-vis de Bryce Dallas Howard, mais il est en retrait vis-à-vis de Blue, qui symbolise ce que Steven Spielberg voulait faire avec Jurassic Park, rendre les dinosaures les personnages principaux, les créatures principales de son film. Visuellement, maintenant, sur l'île, il y a un travail au niveau des couleurs qui est juste somptueux. J'y reviendrai après sur la patte Bayona, mais tout est visuel. C'est vraiment un film un petit peu à la Mad Max Fury Road, c'est-à-dire que visuellement, enrichissant à regarder, c'est tellement propre, c'est tellement prenant, vraiment, de termes viscéral, de voir tous ces dinosaures. C'est là aussi, justement, que peut-être la rapidité d'exécution de toute cette île a peut-être son sens, dans la mesure où tu es vraiment au centre de l'intrigue, tu es au centre de tout ce qui se passe avec ces personnages-là, parce que tout se passe beaucoup trop vite, que ce soit justement l'apparition du Carnotaur qui va combattre le T-Rex, qui est presque une scène emblématique, qui est très courte au final, mais parce que le temps et parce que justement les actions et le scénario du film fait que tu n'as pas le temps de t'y attarder. Dans l'une des premières scènes où on voit le Baryonyx, il y a un rapprochement qui pour moi est assez évident vis-à-vis de l'univers d'Alien, dans des espèces voilà d'obscurité, dans des espèces de tunnels avec un bip qui résonne à chaque fois. Il y a vraiment une petite référence et j'ai trouvé que c'était plus ou moins intelligent parce que cet univers gothique, c'est l'univers de Juan Antonio Bayona. L'utilisation des dinosaures, que ce soit le Baryonyx, que ce soit l'Allosaure, que ce soit le Mosasaur, ils ont tous, même le T-Rex qui a un rôle presque symbolique puisqu'on le voit très peu dans le film au final, mais toutes ces apparitions sont quand même cultes. Beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il y ait des références avec le monde perdu. C'est vrai qu'il y en a à certains moments. Alors il y a des scènes parfois qui sont presque pas copier-coller, mais qui sont de gros hommages ou en tout cas de gros symboles vis-à-vis des anciens. Je pense que l'attrait vraiment du monde perdu n'était pas le même, puisque si on compare avec le monde perdu c'était Ian Malcolm et l'expédition de John Hammond contre justement l'expédition de Peter Ludlow. Là ils sont tous ensemble. Ils voulaient refaire un parc alors que là ils veulent vendre les dinosaures, et l'aspect des dinosaures qui envahissent justement le continent, il est beaucoup plus exploité dans Fallen Kingdom, puisque c'est l'un des buts du film qui amènera certainement à Jurassic World 3, et l'Indoraptor, la menace principale, est justement née sur le continent. Donc finalement, si sur la forme il y a quelques références et il y a quelques évidemment symboliques que tu peux retrouver vis-à-vis du monde perdu, pour moi ce n'est pas du tout un copier-coller, c'est pas un monde perdu 2.0, parce que sur le fond ça n'a rien à voir. Arrive maintenant pour moi la meilleure partie du film, la patte Juan Antonio Bayona. Alors Juan Antonio Bayona, c'est un de mes réalisateurs qui à mon avis deviendra un de mes réalisateurs préférés. J'adore ses films d'épouvante, j'avais adoré l'orphelinat. Tu retrouves énormément de l'orphelinat justement dans Fallen Kingdom, vis-à-vis de l'utilisation des enfants, vis-à-vis des décors, vis-à-vis justement de ce côté un petit peu gothique, des dessins un petit peu partout comme pouvaient les faire justement les enfants de l'orphelinat. Et vraiment, il te met ses gammes et il te met une claque visuelle, que ce soit sur le jeu des ombres des dinosaures, que ce soit sur le design des dinosaures. À chaque fois, il va utiliser le design notamment de l'Indoraptor et du Tyrannosaure pour vraiment faire frémir le spectateur. Oui, il y a des scènes qui font peur. Oui, Jurassic World tend vers le film horrifique à certains moments, puisque ça reste un film qui n'a plus le droit à la magie, je pense, puisque la magie était réservée à Jurassic World, et là, comme c'est la fin de Jurassic World, tu as ce côté féerique qui ressort, mais moins magique. Mais il tend vers l'horrifique à certains moments, et il le fait très bien. Il joue avec le design de l'Indoraptor, il joue avec ce côté monstrueux, il fait de l'Indoraptor un monstre, dans la même caste que l'Indominus Rex, mais multiplié par 10 de sa couleur noire justement. Il va jouer sur l'obscurité, il joue sur tout ce qu'il sait faire pour rendre ce côté oppressant de Jurassic World Fallen Kingdom vraiment intense. L'utilisation musicale, là pareil au niveau de Michael Giacchino, il fait un travail énorme. C'est une musique orchestrale puissante, alors c'est proche des belles heures de John Williams, notamment sur des titres qui rappellent un petit peu Star Wars, qu'aurait
morale sombre à l'image du film, quoi. Enfin, notamment quand l'Indoraptor s'échappe du manoir, c'est un manoir un petit peu à l'anglaise, il y a beaucoup de cinéma européen, espagnol forcément, mais aussi anglais. J'ai pensé beaucoup au Loup-garou de Londres dans la manière un peu de conjuguer la bête et l'ignorance justement de cette créature. C'est un aspect glaçant, aussi grâce à l'utilisation des animatronics. Le film était attendu pour ça de toute façon, la réutilisation des animatronics, là où Jurassic World s'était un petit peu planté. Là on va avoir le T-Rex, mais on va avoir aussi Blue, on va avoir des stégosaures et l'Indoraptor que je n'attendais pas du tout, mais les scènes les plus prenantes sont les scènes où l'Indoraptor sont faits justement en termes d'animatronics, parce que tu peux toucher, tu peux voir, tu peux ressentir les choses. Et au niveau de l'utilisation musicale, il y a énormément de séquences cette fois qui n'ont plus de musique et qui rappellent aux plus belles heures justement d'un Jurassic Park qui n'avait pas besoin de musique à outrance pour faire passer le frisson. Parce que l'avantage d'une bonne composition musicale, c'est aussi quand elle est absente. C'est ça qui fait justement tout l'effroi du truc. À ce niveau-là, en termes justement purement scénaristiques, alors le scénario est cousu de fil blanc, tu t'attends à tout, les méchants sont très méchants, parfois même complètement teubés. Mais, je suis désolé, c'est le principe même du film. Et là, je vais renvoyer à Jeff Goldblum, qu'on ne voit pas beaucoup dans Fallen Kingdom, il est présent au début et à la fin. Les phrases de Jeff Goldblum, depuis Jurassic Park numéro 1, qui continuait déjà dans le monde perdu, on fait d'ailleurs écho à Isla Sorna, preuve que finalement tout l'univers est connecté. Toute cette focalisation sur la génétique, sur cette frayeur des dinosaures, sur cette théorie du chaos, sur le chaos imminent qui arrivera probablement dans Jurassic World 3, toutes ces phrases font écho à la bêtise humaine, à tel point que même le Dr Wu, donc B.D. Wong qui revient, est peut-être le plus rationnel de tous les gens qui justement veulent du pouvoir, parce que tous les gens qui sont autour de lui, tous les antagonistes du film, sont des gens tellement obnubilés par l'appât du gain, par la guerre, par la génétique, par toujours l'idée voilà, de se prendre pour Dieu, quitte à justement s'en mordre les doigts. C'est cette bêtise humaine, cette bêtise consternante qu'on peut retrouver chez le chasseur sur beaucoup de personnages, qui fait justement l'âme de Jurassic Park, puisque c'est cette bêtise, c'est justement cette volonté d'aller toujours plus loin, ce manque d'humilité envers la nature, c'est tout ça qui effrayait déjà Jeff Goldblum. Tout ça on le retrouve, et justement l'utilisation de Jeff Goldblum, c'est ça qui donne vraiment le ton justement du film. Tout le propos de Juan Antonio Bayona se dirige justement vers les phrases de Jeff Goldblum, et on l'avait dit, on le sentait dès le début que ce serait très proche des romans de Michael Crichton en termes de fond, et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est très respectueux. Et c'est là que j'enchaîne justement avec ma troisième partie. Jurassic World Fallen Kingdom, dans sa mythologie, on avait un premier parc qui faisait rêver, oui, effectivement, on avait un monde perdu beaucoup plus sombre, on avait un Jurassic Park 3 qui nous montrait Isla Sorna avec des créatures génétiquement modifiées qui n'étaient pas prévues sur InGen, tout un univers étendu encore avec le Spinosaur. Jurassic World, le parc est ouvert. Jurassic World Fallen Kingdom te montre que finalement, la vie trouve toujours un chemin. C'était la suite logique, c'est super audacieux. En termes purement cinématographiques et en termes de saga, c'est un film qui s'inscrit dans la continuité chronologique de sa mythologie. Le point de non-retour, on a atteint aujourd'hui le point de non-retour Jurassic, où ce film te permet de comprendre qu'il n'y a plus d'échappatoire possible, et c'était le final rêvé. C'est le final qui te fait te dire pourquoi pas peut-être dans 3 ans, quand on arrivera à Jurassic World 3, l'extinction déjà des dinosaures dans une sorte de survival horror, comme j'en avais parlé avec Reg, qui lui aussi a beaucoup aimé le film, ou alors l'aube justement d'une apocalypse où les dinosaures reprennent leur contrôle, toujours omnubilés par cet aspect justement purement humain, cet appât du gain d'en faire des armes, d'en tirer encore une fois le plus gros profit. Et je trouve que dans sa continuité mythologique, il est vraiment ultra prenant, et il réussit justement à faire cette jonction entre les deux trilogies. Voilà donc pour mon avis sur Jurassic World Fallen Kingdom. N'hésitez pas dans les commentaires ci-dessous comme d'habitude à me donner votre point de vue. C'est vraiment une merveille, je vais le retourner le voir évidemment, parce que il faut défendre ce film là, il faut défendre un film qui réussit à te faire voyager, qui réussit à te prôner pas mal de trucs et qui réussit à avoir un message, qui réussit à être flippant. Merci monsieur Juan Antonio Bayona de m'avoir fait vivre ça, parce que l'air de rien, et c'est le seul derrière rien que je dis, il n'y en a pas beaucoup qui pourraient le faire.